je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous allons vivre ou revivre les temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen. Nous irons au Maroc à la découverte du plus grand parc d'éoliennes d'Afrique et vous verrez que le royaume vise à terme une plus grande indépendance énergétique. Une île à vendre, ce n'est pas banal. En fait, il s'agit pour le gouvernement italien de renflouer un peu ses caisses. Elle se situe à quelques kilomètres seulement de Venise et vous découvrirez comment les Vénitiens s'unissent pour l'acquérir. Enfin, je vous emmènerai à la frontière franco-espagnole, sur les pas de Vauban. Le fort Liberia est une forteresse exceptionnelle qui se visite aujourd'hui grâce à la détermination d'une famille. Mais avant cela, la situation en Syrie, avec cette nouvelle explosion dramatique à Alep. Le célèbre hôtel Carlton est parti en poussière jeudi. Au moins 14 personnes ont été tuées dans ce secteur acquis à Bachar al-Assad. Ce sont les rebelles qui sont à l'origine de cet attentat. Et dans cette guerre où tous les coups sont permis, ils ont développé une nouvelle technique. Ils creusent des tunnels qu'ils bourrent d'explosifs. Une explosion monumentale. Un gigantesque nuage de poussière, accueilli par les cris de joie des djihadistes syriens. Ces images sont celles du Front islamique, le groupe rebelle syrien le plus important. Au ralenti, la violence de la déflagration. Les bâtiments s'arrachent de la terre, le sol se soulève littéralement. Et pour cause, l'explosion vient d'en dessous. Un tunnel creusé par les rebelles pour placer plusieurs tonnes d'explosifs sous un barrage de l'armée syrienne dans la province d'Idlib. L'explosion aurait fait 30 morts parmi les soldats syriens. La galerie mesurait, elle, plus de 200 mètres. Les tunnels, la dernière arme des rebelles syriens. Sur ces images, toujours du Front islamique, on voit des hommes creuser sous la ville d'Alep en février dernier et y déposer les fameux explosifs. Un moyen d'obtenir quelques victoires, d'inverser un peu un rapport de force nettement favorable ces derniers temps à l'armée de Bachar el-Assad. Et c'est justement ce rapport de force favorable au régime de Bachar el-Assad qui a incité les rebelles à Homs à accepter un accord inédit avec la partie adverse, évacuer la ville et échanger des prisonniers. Une victoire symbolique pour les partisans du président syrien. La ville était présentée il y a quelque temps encore comme la capitale de la révolution. Quelques fumées montent encore de la vieille ville, mais à Homs, la guerre est finie, et cela s'entend au silence. Des entrailles ruinées de la troisième ville du pays sont sortis les tout derniers rebelles assiégés. Ils seraient 1 millier à avoir embarqué dans ces cars, à la faveur d'un étrange accord passé entre la rébellion et le gouvernement Assad. Les insurgés partent avec leurs armes individuelles et vont rejoindre des zones contrôlées par la rébellion. En échange, ils ont libéré des otages alaouites et sans doute des Iraniens. D'ailleurs, c'est Téhéran qui aurait garanti l'accord que des observateurs des Nations Unies ont coordonné sur le terrain. Le cessez-le-feu a été parfaitement respecté dans toutes ses clauses. Et grâce à Dieu et aux deux parties, l'accord a atteint ses objectifs. Il faut dire qu'il n'y avait plus aucun intérêt militaire à conserver ou conquérir ce champ de ruines. Depuis juillet dernier, les forces gouvernementales contrôlaient l'essentiel de la ville. Et la poignée d'insurgés encerclés ne se battait plus que contre la famine et les tireurs embusqués de l'armée d'Assad. Combien de gens avez-vous tués? Environ 50, autant que je puisse savoir. Vous regrettez? Non, pas du tout. Au contraire, je suis heureux de l'avoir fait. Pour le pouvoir, qui exhibe son représentant arpentant le champ de ruines, la reconquête totale de la ville est une victoire à la forte symbolique. Il y a plus de 3 ans, la rébellion avait pris son élan ici, à Homs, pacifique d'abord, puis ensanglantée par une répression féroce. Alors ces images de guerre civile font le tour du monde depuis 3 ans. On estime à 150 000 le nombre de morts. Certains jeunes se laissent endoctriner et sont prêts à aller se battre aux côtés des rebelles. Ils s'engagent au nom de ce qu'ils appellent le djihad,
Depuis le début du conflit, en 2011, il serait 285 à avoir quitté la France pour rejoindre les zones de combat et tous les pays d'Europe et du bassin méditerranéen sont concernés. Leurs dirigeants se sont réunis cette semaine à Bruxelles pour définir un plan d'action censé repérer ces candidats et freiner le phénomène. Un tour d'horizon à présent du reste de l'actualité en Méditerranée. On commence par la situation politique en Libye. Une séquence préparée par Vanessa Fiz et Véronique Dessoudre. Près de 3 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye peine toujours à trouver une stabilité démocratique. Le week-end dernier, un 6e Premier ministre a été désigné par le Congrès général national dans des conditions houleuses et contestées. Au sein de l'Assemblée, les tensions sont fortes entre islamistes et libéraux, tandis qu'à l'extérieur, il y a toujours des violences meurtrières. Le nouveau chef de gouvernement, Ahmed Maïtik, est un homme d'affaires de 42 ans. Suite à sa désignation, il s'est engagé à former un gouvernement de crise avec toutes les formations politiques. Il compte également accorder plus d'autonomie aux grandes régions du pays. La liste des morts aux portes de l'Europe s'allonge encore. Lundi, en mer Égée, au large de la Grèce, 22 migrants ont péri et 7 ont été portés disparus suite au naufrage de 2 embarcations qui tentaient de rejoindre le continent. Les victimes sont majoritairement originaires de Somalie, mais aussi de Syrie et d'Érythrée. Parmi les corps, celui d'une femme enceinte. Un autre drame a été évité le lendemain. 24 migrants ont été repêchés par les gardes-côtes grecs alors qu'ils étaient en train de couler près de l'île de Samos. Les Grecs ont de nouveau la parole dans le petit écran. Leur télévision publique émet de nouveau depuis quelques jours sous un nouveau nom, Nérite, et avec un nouveau look. En pleine crise financière en juin dernier, le gouvernement avait pris la décision à la stupéfaction générale de faire cesser toutes les émissions pour réaliser des économies. Les autorités grecques ont indiqué que ce nouveau départ se faisait dans un esprit d'indépendance avec une entité plus petite pour respecter l'argent des Grecs. Lors de la fermeture, il y a près d'1 an, il avait été question de malversation financière. C'est le plus grand parc d'éoliennes d'Afrique et il se trouve dans le sud du Maroc. Des turbines à vent capables de produire plus d'électricité que celles installées en Europe. Un miracle énergétique qui pourrait fournir au royaume une plus grande indépendance. Mais vous allez le voir, le premier défi a été de les installer. Elles sont gigantesques. Pour transporter ces pales d'éoliennes, il faut des camions surdimensionnés. Un convoi exceptionnel qui parcourt le Sahara. Destination le sud du Maroc, le plus grand parc éolien d'Afrique. Pas moins de 131 éoliennes réparties sur un terrain de 17 km de long. En fait, on vient de recevoir les pales. Donc ces pales-là ressemblent un petit peu à les ailes qu'on peut retrouver sur un avion. Chaque pale fait un peu plus d'une 50aine de mètres et le diamètre de l'éolienne est de plus de 100 mètres. Comment mener un tel chantier au milieu des dunes et de la rocaille? Et surtout, pourquoi installer ces éoliennes ici, loin de toute grande ville? La réponse, c'est le vent. Il souffle ici presque en permanence. Du coup, chacune de ces éoliennes produit jusqu'à 2 fois plus d'électricité qu'une turbine similaire installée en Europe. Mais ce vent, c'est aussi un défi pour tous ceux qui travaillent ici. Exemple, le montage des pales. Elles sont assemblées au sol avant d'être fixées aux pylônes grâce à une grue. Une opération délicate que vient superviser cet ingénieur. Et ce matin-là, il y a un problème. Alors, il y a un souci avec le vent. Qu'est-ce que dit l'anémomètre? Oui, il faut qu'on vérifie ça. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Le vent est trop fort pour mener l'opération en toute sécurité. Le chantier est donc suspendu. Il ne reprendra que plusieurs jours plus tard. Et voici l'autre difficulté du désert, le sable. Il se déplace et du fait de son déplacement, il crée des dunes à côté des zones où on peut faire des travaux de montage et de maintenance de l'éolienne. Les structures de carbone ont donc été renforcées pour éviter les infiltrations de sable. Au total, ce parc éolien coûte près de 500 millions d'euros. Si le Maroc dépense autant d'argent, c'est parce qu'il veut jouer à fond la carte des énergies renouvelables. Objectif, que l'éolien et le solaire fournissent en 2020 42% de l'électricité du pays. On quitte le Maroc pour le sud de l'Italie. Là-bas se trouve l'or de la Calabre. En
En fait, il s'agit de la réglisse, une racine appréciée dans le monde entier. Mais savez-vous comment elle est fabriquée? Ce simple morceau de bois se transforme en liquide grâce à un procédé qui date du XVIe siècle. Tout au sud de l'Italie, en Calabre, c'est comme si le temps s'était figé. Le tracteur n'est pas d'une grande assistance. L'essentiel du travail se fait à la main. De la terre fraîchement retournée, les ouvriers extraient les racines de réglisse. Ce sont les mêmes gestes depuis la première récolte en 1500. La réglisse est pure à 100%. Ça fait 20 ans que je fais ça. On en ramasse 60, 70 kilos par jour. Ça dépend de ce qu'on arrache. C'est un labeur éreintant, 500 tonnes de racines récoltées chaque année. Pour sélectionner les brins, Pina Amarelli a l'œil. Sa famille fait de la réglisse depuis le début du XVIe siècle. Elle est bien, celle-ci. Cette racine est trop grosse. Celle-là, par contre, c'est la bonne taille. C'est un produit modeste, un produit de la terre. Et quand il est travaillé, il devient l'or noir de la Calabre. La famille Amarelli détient la recette de la glu. C'est le nom du jus de réglisse au moment de la cuisson. Tout se fait sous la responsabilité du maître réglissier. Un lent processus au degré près, 90, pas plus, pas moins, pour produire le liquide noir. Un processus savant, et de ce qui était un bout de bois, sort en fin de ligne une longue friandise, un serpentin de réglisse. On doit la couper à la bonne température, au bon moment, sans qu'elle soit ni trop dure, ni trop molle. Derrière la fabrique, un musée. C'est là que l'on découvre que la réglisse est loin de n'être qu'un bonbon. Déclinée sous toutes ses formes, en bâton bien sûr, mais aussi en pastilles pures et noires comme le jet, et également en gomme couleur ambre, ou en friandises glacées au sucre jusqu'à ressembler à des galets. Elle a même longtemps été un médicament. Sur le champ de bataille, Napoléon oubliait ses douleurs à l'estomac en mangeant de la réglisse. La réglisse de Calabre est de réputation mondiale. La cour d'Angleterre en commande depuis 2 siècles directement. Dans le temps, elle s'acquittait de ses emplettes en selle de cheval. La reine Elisabeth s'est déplacée elle-même avec son mari et 2 personnes ont dû l'accompagner pour charger sa voiture. Attention, comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas abuser de la réglisse. La science affirme que c'est addictif et qu'en plus, si on en consomme plus d'un 10e de gramme par jour, cela peut provoquer de l'hypertension. Et on reste en Italie pour aller non loin de Venise où une île est à vendre. Cela peut surprendre, mais le gouvernement italien cherche à réduire sa dette en vendant plusieurs propriétés. L'île de Poveglia se situe à quelques encablures seulement de la place Saint-Marc. Les Vénitiens tentent l'impossible pour l'acquérir. C'est un triangle de terre comme posé sur la lagune. Poveglia, une île abandonnée, à seulement un quart d'heure de Venise. C'est la plus belle île de la lagune, c'est fantastique. Et notre rêve, c'est de la rénover totalement. Cette île, l'État italien a décidé de s'en séparer pour combler ses dettes. Dans quelques jours, les 7 hectares de verdure, les bâtiments, le campanile seront mis aux enchères. Mais pour ces Vénitiens, Poveglia ne doit pas être privatisé. Regardez là, il y a encore 2 autres îles qui ont été vendues pour en faire des palaces. Maintenant on peut y arriver en hélicoptère, mais nous on ne peut même pas y aller en bateau. Sur Poveglia, il est encore possible d'accoster. Mais l'île est déserte. L'ancien hôpital psychiatrique est en friche. La végétation a tout envahi. C'est un morceau de notre histoire qui est à vendre, un morceau de la vie des Vénitiens. Nous, on veut que cette île soit publique et accessible à tous. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de ce projet fou. Leur projet, que les Vénitiens rachètent Poveglia pour en faire un jardin public. Et depuis 15 jours, la mécanique s'est enclenchée. Au cœur de Venise, la collecte d'argent s'organise. 99 € par personne pour tenter de remporter la vente aux enchères. Voilà, ça, c'est un morceau de l'île. Il sera à toi, peut-être. Et les Vénitiens adhèrent.
On doit réussir à racheter cette île pour ne pas être envahi par un tourisme dévastateur. Nous, les citoyens, on est toujours restés à la fenêtre à regarder les décisions des politiques. Pour une fois, on peut vraiment agir. L'association engrange les dons. 1000. Exactement 1010. En une journée? Non, en 3 heures. Déjà plusieurs milliers d'euros ont été récoltés en seulement 2 semaines. Et sachez que 148 autres propriétés doivent être mises en vente cette année. Autre destination touristique, la Côte d'Azur. Et une question à 2 mois des grandes vacances, où les eaux françaises sont-elles les plus propres? Le label Pavillon Bleu vient d'être décerné cette semaine. Il prend en compte pour les ports de plaisance la qualité des eaux, la prévention des pollutions ou encore la gestion des déchets. 94 ports ont été labellisés et c'est la 10e année qu'Antibes fait partie des lauréats. Au bout de la baie des Anges, derrière les remparts d'Antibes, protégés par le Fort Carré, le plus grand port de plaisance d'Europe. 1700 bateaux, du plus petit au yacht de milliardaires. Et sur les pontons, on rencontre aussi des pêcheurs attirés par les variétés des poissons qui sillonnent les eaux du port. Des fois, on arrive à trouver d'autres poissons un peu plus nobles, tels que des dorades, des royales, on arrive à en faire. On touche des poissons qui sont des poissons qui aiment bien l'eau propre. Depuis 10 ans, le port d'Antibes s'enorgueillit du Pavillon Bleu, un écolabel. Dernier investissement, ce bateau de 25 000 €. Il sillonne inlassablement le plan d'eau, avec une triple mission: ramasser les déchets, oxygéner l'eau et aspirer les hydrocarbures. Grâce au dispositif, on emprisonne les hydrocarbures et on nettoie en même temps. L'autre dispositif, c'est cette déchetterie à même les quais qui permet de collecter les huiles et les hydrocarbures qui avant pouvaient finir dans l'eau. Le Pavillon Bleu garantit des normes de gestion environnementale. Au fil des années, c'est devenu un standard international. L'autre bénéfice du Pavillon Bleu, c'est l'éducation des plaisanciers, l'apprentissage du geste écologique. On ne faisait pas attention. On n'avait pas cette conscience de ce que ça pouvait... les gens n'avaient pas la conscience de ce que ça pouvait apporter comme nuisance au milieu marin, quoi. En France, 94 ports ont obtenu cette année le label Pavillon Bleu. À Antibes, les efforts vont continuer pour garder les eaux du port bleues Méditerranée. Et c'est bien le bleu de la Méditerranée qui attire les vacanciers à la plage de Piémonçon, près d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Le bleu de la Méditerranée est une exception. Là-bas, le camping sauvage est autorisé. Un joli coin de nature donc, où vous allez le voir, chacun peut installer un cabanon ou une caravane gratuitement, à condition tout de même d'avoir l'esprit bohème. Au cœur de la Camargue, un spectacle unique en son genre. Des kilomètres de caravanes sur la plage. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Les campeurs s'installent. Ah, il y a une route qui est bloquée. Premier arrivé, premier servi. Ici, aucune règle. Chacun délimite son emplacement pour tout l'été, gratuitement. Les places les plus prisées, celles avec vue sur mer. Nathalie a conservé la sienne pour la 10e année de suite. Mais nous, ça fait quand même 4 jours qu'on est là. Enfin, pas sur la plage, mais qu'on attend là-bas. Que vous attendiez de pouvoir vous installer. Voilà. Un vrai chantier à chaque début de saison. Reconstruire les cabanes. Après, il va y avoir une petite avancée pour être à l'ombre pendant l'heure de l'apéro. 7 années de camping pour Stéphane. En une matinée, sa véranda façon pirate est terminée. Le moment d'en profiter. Regarde comme c'est beau. Tu l'as pas fait exprès. Il y a des chevaux qui passent, les enfants, tout ça. C'est Piémonçon. De la magie, tu vois. Sur la plage, les chantiers des adultes inspirent les enfants. Pour eux, aucun doute, les vacances sont bien meilleures ici. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir faire un campement sans qu'on nous dise rien, les caravanes, passer un peu de temps avec mes collègues à la mer. Tes collègues, c'est tes copains? Oui. Le camping à l'état sauvage. Pas d'électricité, pas encore d'eau, mais personne ne s'en soucie. On est un peu les Robinson Crusoe pendant quelques mois. Et voici le premier festin des aventuriers. Le début d'une longue série. Des instants de fête sans contrainte, de convivialité aussi. C'est comme si on était une petite famille, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est content de se retrouver là. Au plus fort de la saison, 14 000 vacanciers sur la plage. Beaucoup trop, selon les autorités. Elles soulignent la saleté des lieux à la fin de l'été. L'interdiction du camping sauvage est à l'étude, mais aucune date n'a été communiquée.
C'est sans aucun doute l'un des plus beaux édifices imaginés par Vauban, le fort Liberia, une forteresse construite sous Louis XIV pour tenir une position stratégique dans les Pyrénées-Orientales où il s'agissait de faire face à l'Espagne. Mais vous allez voir que l'architecte militaire a dû s'adapter au relief très escarpé. Aujourd'hui, c'est une famille férue de vieilles pierres qui gère le site. Posé à flanc de montagne, Fort Liberia est comme un verrou aux portes des Pyrénées. Une démonstration de force, un rempart dissuasif contre l'ennemi espagnol. En contrebas, il y a le village et l'ancienne taverne médiévale taillée dans la même pierre que le fort. On est un peu chauvin ici. Tu peux le resservir alors une kir ? Joël Ménet n'est pas seulement cafetier et pompier volontaire, il est aussi le gardien des clés du fort. Il le connaît depuis toujours, avant l'ouverture au public. Ses remparts épousent parfaitement la pente. Il veille, comme un aigle sur son éperon rocheux, sur le village qu'il protège 200 mètres plus bas, Villefranche de Conflans. On y monte à pied ou en 4x4. Le fort se visite depuis presque 30 ans. Vauban l'a bâti en 1681 avec ce qu'il avait sous les pieds, les marbres de Cerdagne, le fer de la montagne du Canigou. Il a utilisé la nature pour y fondre la forteresse. Qui a été le plus fort, la Vauban qui a fait ça ou l'œuvre de la nature? Excusez-moi. Mais en tout cas, elle se marie bien. Elle se marie bien. Et ça confère même au fort, qui normalement est un outil de dissuasion, de guerre, presque un côté spirituel parce qu'on est au-dessus de la civilisation. Quand on est là, c'est presque reposant. Alors que fut un temps, il y avait des soldats qui couraient avec des mousquets là. C'était pas de tout repos non plus. Position stratégique au confluent de trois vallées. Il fallait absolument protéger Villefranche. Le village jusqu'alors espagnol devenait français en 1659 avec la signature du traité des Pyrénées. Vauban se mit donc à l'œuvre pour loger les militaires. Allez, on va monter au second niveau. Faites attention aux portes, elles sont un petit peu basses là. Allez, c'est parti. Combien d'hommes étaient là-haut? Une centaine peut-être, personne ne l'a vraiment su. L'important était de dissuader l'ennemi et dans la démonstration, il y avait un peu de bluff. Ils plaçaient le canon devant la bouche à canon, ils ouvraient le volet, ils tiraient, ils déplaçaient le canon sur la bouche à feu suivante et le même système. Ils ouvraient le volet, ils tiraient, etc. Donc comme ça, l'ennemi en face pensait qu'il y avait un canon à chaque bouche à canon, que c'était lourdement armé. Voilà, une petite ruse. Dans les entrailles du château, il n'y eut pas de prisonniers espagnols, mais des empoisonneuses de la cour de Louis XIV. Enfermées pendant 40 ans, elles y sont mortes. Les femmes n'ont même pas été jugées, elles ont été envoyées le plus loin possible de Versailles. Ici, il y en a eu 8 dans la pièce entière, donc il n'y avait pas la grille évidemment. Elles étaient enchaînées au mur, soit par les pieds, soit par les mains, soit même par les deux. Donc pour vous dire qu'elles ne pouvaient plus faire de magie dans ces cas-là. Ironie de l'histoire, ce sont des artisans espagnols qui refont aujourd'hui le toit de la caserne. On en a de la peinture. Non, mais on a. C'était tout prévu pour faire ça. Non, mais il demandait pour En maître d'œuvre, on retrouve notre cafetier Joël Ménet et son père. Pierre a acquis le fort en concession il y a 30 ans. Il a tout donné pour le faire revivre. On a, je ne sais pas, investi combien d'argent, ça fait peur. Vous savez que là, il y a 3 ans de travaux. L'arasement que vous voyez là, tout 400 mètres de rempart. En plus, en bas, nous avons fait la restauration du clocher. Voilà, donc on a fait les toitures de la caserne. Plus riche avec tout ça? Non, pas riche. Moi, je peux vous dire que à l'heure actuelle, je suis bénévole. J'ai pris la retraite à 73 ans et moi, c'est la passion. Pour la famille Ménet, bien sûr, Fort Liberia est la plus belle des citadelles Vauban. Elle veille depuis 330 ans sur leur village fortifié. Vauban était à l'époque l'architecte de la colonisation française. Aujourd'hui, il est une fierté catalane. Et les Espagnols viennent se frotter aux remparts en touristes. Et sachez que le fort Liberia fait partie des 12 fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l'humanité. Et puisque l'on parle de patrimoine mondial, je vous emmène en Égypte. Une nécropole a été mise au jour près de Luxor, un véritable trésor archéologique. La cinquantaine de momies qui y reposent apporte enfin aux scientifiques la réponse à cette question: qui pouvait bien être enterré dans la vallée des rois? Les égyptologues suisses ont fait leur découverte dans une tombe qui a probablement été pillée il y a un siècle. Parmi les débris, ils ont trouvé les corps embaumés d'une cinquantaine de personnes. Ces momies dateraient du XIVe siècle avant notre ère, l'époque des pharaons Thoutmôsis IV et Aménophis III.
Cette découverte apporte une réponse intéressante à une question qu'on se pose depuis des années. Qui était enterré dans la vallée des rois, en dehors des pharaons? Plusieurs momies de bébés ont été retrouvées, vraisemblablement des princes, des princesses et des enfants qui vivaient tout près du pharaon. C'est la première preuve véritable de l'existence de quartiers féminins dans lesquels vivaient les pharaons. Et cela montre aussi que ces femmes avaient un rôle tellement important qu'elles méritaient d'être enterrées dans la vallée des rois, près des sites funéraires des pharaons. La découverte s'est faite au sud de l'Égypte, près de Luxor, dans la vallée des rois. Non loin de l'endroit où fut trouvée la tombe de Toutankhamon en novembre 1922. On pensait que ce site fouillé par les chercheurs du monde entier avait dévoilé tous ses secrets. C'était oublié qu'en Égypte, une tombe peut toujours en cacher une autre. Forest Whitaker avec Ethel, un casting américain pour le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb. Dans son nouveau film, La Voix de l'ennemi, sorti cette semaine en France, le cinéaste reste fidèle à ses thèmes de prédilection, l'immigration, le franchissement des frontières ou encore le racisme. Il s'est inspiré d'un classique des années 70, Deux hommes dans la ville, mais cette fois, l'action se situe bien loin de la Méditerranée, au Nouveau-Mexique. Libéré après 18 ans passés en prison pour meurtre, William Garnett aspire à une nouvelle vie, tranquille. Soutenu par son agent de probation, une femme pleine de compassion. Mais pas si simple. Garnett est noir, s'est converti à l'islam en prison et va devoir affronter un shérif qui ne lui a jamais pardonné son crime. L'impossible rédemption. En 73, souvenez-vous, José Giovanni en avait fait l'intrigue de Deux hommes dans la ville. Un face-à-face redoutable entre Delon, l'ex-taulard, et Michel Bouquet, le flic revanchard, sur fond de peine de mort. 40 ans plus tard, Bouchareb a choisi de transposer l'histoire dans une Amérique raciste et islamophobe. Mon personnage est un criminel, il est catalogué comme tel. Il est aussi catalogué afro-américain et musulman. Toutes ces étiquettes contribuent à ce qu'on le stigmatise. Je pense que Rachid voulait faire réfléchir les spectateurs sur tous ces sujets. Humilié par la police et par ses anciens complices, Garnett ne pourra compter que sur son éducatrice, la seule à lui faire confiance et à tenter de lutter contre les préjugés. Depuis l'effondrement des tours le 11 septembre, beaucoup de gens ont peur de la religion musulmane, sans raison. Mon personnage essaie donc de dominer cette peur et de donner sa chance et de faire confiance à un homme, justement parce que tout est contre lui. Un décor de western pour un polar très humaniste, film de genre, mais aussi film engagé à sa façon pour le cinéaste franco-algérien. Je ne vois pas pour l'instant pouvoir faire un film si tout d'un coup il n'y a pas effectivement un engagement de ma part, montrer l'état du monde, comme là, être à la frontière du Mexique, montrer ce mur qui se construit, montrer le drame des immigrants qui essaient d'avoir une vie meilleure. Difficile en tout cas de résister au paysage lunaire du Nouveau-Mexique de toute beauté ou à l'interprétation magistrale de Forest Whitaker, en proie à ses démons intérieurs. On se quitte avec de bien belles images. Le mondial du vent à Leucate a attiré cette année encore les meilleurs véliplanchistes. Ces amoureux de vitesse et de sensations fortes ont fait une démonstration de leur talent. Je vous laisse les admirer. Au revoir, passez une très belle semaine.